Voici une île inhabitée située à l'extrême sud de la planète. L'Antarctique n'est pas loin, il y fait donc frais, il y a peu de végétation et des vents forts soufflent de tous côtés. On peut y croiser les résidents habituels de ces lieux, manchots, otaries et oiseaux marins, mais pas un seul humain. En revanche, on peut aussi y voir un animal surprenant qui se distingue des autres, un mouton. Et il n'y a pas qu'un ou deux moutons sur l'île, mais 4000. Cependant, ils sont différents des moutons habituels qu'on peut voir dans les fermes, car ils sont 3 à 4 fois plus gros. C'est à cause de leur très épaisse toison. Cette laine représente la moitié, sinon plus, du poids de chaque mouton, si bien qu'ils se déplacent difficilement. Ils boivent et ils mangent presque à l'aveugle. Ils semblent condamnés à mourir, mais ils sont sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Survivre et donner naissance à une nouvelle espèce qui n'a jamais existé nulle part ailleurs sur Terre. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus grand troupeau de moutons sauvages de Nouvelle-Zélande. Bien sûr, les humains y ont joué un rôle. Mais d'abord, un café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Commençons peut-être par l'endroit où cette épopée a commencé. L'île Campbell. Elle a été découverte en 1810 par un capitaine australien qui chassait le phoque. Le navire appartenait aux frères Campbell de Sydney, autant dire qu'ils ne se sont pas foulés pour donner un nom à l'île. Pendant longtemps, elle a été utilisée pour la chasse aux otaries, puis des baleiniers y ont établi une base, et ce n'est qu'en 1896 que les pâturages de l'île ont été loués pour la première fois, comme ça se faisait sur l'île principale de la Nouvelle-Zélande. Là-bas, n'importe qui pouvait louer un terrain à l'État et en faire usage pendant quelque temps, y faire paître du bétail, construire des bâtiments, des routes et tout ça. L'île Campbell était destinée au même sort. Le premier à l'occuper a été M. Gordon de Gisborne qui a envoyé 400 moutons sur l'île ainsi que du bois pour construire des bâtiments. Mais en 1900, le premier locataire n'avait plus les moyens de soutenir l'opération et le capitaine Tucker a racheté l'île. Il a décidé de se lancer dans l'élevage et il a fait venir 3 chargements de plus de 1000 moutons sur l'île. Bien que les registres de ces livraisons soient fragmentaires, il semble que la plupart des moutons étaient des mérinos ou des croisements de mérinos. Ainsi, 4000 animaux sont parvenus sur l'île et elle s'est avérée être un endroit fort agréable pour eux, riche en plantes variées, notamment en savoureuses méga-herbes, des plantes herbacées que l'on trouve sur les îles subantarctiques de la Nouvelle-Zélande. Ces plantes ont de grandes feuilles pour tirer le meilleur parti du nombre limité d'heures d'ensoleillement. Dans l'ensemble, les conditions étaient excellentes. Au cours des années suivantes, le troupeau a grandi jusqu'à atteindre 7000 à 8000 têtes vers 1913. Cette photo a été prise en 1907, à l'époque où la population augmentait fortement. Mais les plantes dont les moutons se nourrissaient ont vite disparu et le nombre d'animaux a également commencé à diminuer, tout comme le revenu des éleveurs. Ainsi, en 1931, le troupeau a été abandonné. À ce moment-là, le nombre de têtes de bétail était tombé à 4000, ce qui était encore bien trop. Au fait, les ouvriers agricoles ont eux aussi été quelque peu abandonnés. Pendant 2 ans, aucun navire n'a pu leur faire rejoindre la civilisation. Finalement, le gouvernement a dépêché un bateau pour les récupérer en même temps que la laine qu'ils avaient tondue les 2 dernières saisons. Mais la valeur de la laine était tombée en dessous du coût de la location du bateau, et les hommes n'ont pas reçu 1 centime pour leur travail. Quant aux moutons, ils appartenaient toujours aux éleveurs, mais ils ne sont jamais revenus. Et ainsi, des milliers de moutons ont été laissés à eux-mêmes. Ils étaient inadaptés à la vie sauvage, et ils avaient été sélectionnés pour produire de la laine. Il fallait absolument les tondre régulièrement, au moins 1 fois par an. Sans tonte, la quantité de laine risquait de devenir une menace sérieuse pour leur santé. Le mouton a été domestiqué il y a 10 000 ans, il descend du mouflon. Les mouflons produisent de la laine en hiver pour rester au chaud, et ils la perdent en été, comme beaucoup d'autres animaux. Mais les humains ont fait en sorte que les moutons domestiques ne muent plus. C'est pourquoi leurs chances de survivre dans la nature sont très faibles. Un bon exemple, c'est celui d'un bélier nommé Baharak qui a été trouvé en Australie en 2021. Quand des gens sont tombés sur lui, l'animal était proche de la mort à cause de l'énorme quantité de laine qui le recouvrait. Le pauvre Baharak ne voyait rien et il était épuisé par des années de lutte pour trouver de la nourriture et de l'eau. Sa laine était si lourde que le bélier ne pouvait presque plus marcher avant d'être enfin tondu.
On pense qu'il avait survécu ainsi pendant 5 à 7 ans et il n'a survécu que par miracle. Mais même sans parler de la laine, les moutons sont pas très doués pour se défendre par rapport à d'autres espèces. Et puis, même si un mouton survivait à une attaque de prédateurs, il pourrait mourir de ses blessures ou simplement de panique. C'est des animaux très fragiles. D'ailleurs, qu'en est-il des prédateurs sur l'île Campbell et des autres conditions locales? Tout d'abord, sa superficie est de 11 200 hectares, l'espace ne manque pas. L'île est entourée de falaises et il y a des collines à l'intérieur des terres. Elle est constamment battue par le vent, à tel point que la récupération des plantes se fait lentement. C'est un inconvénient. Mais à cause du vent, il n'y a pas du tout de mouches sur l'île, donc pas d'insectes pour déranger les moutons. Et comme je l'ai déjà mentionné, des manchots, des otaries et des oiseaux y vivent. Parmi eux, seuls les labs peuvent être dangereux. Ces oiseaux sont réputés attaquer les moutons. Mais personne n'a jamais vu d'attaque. Ça peut signifier deux choses. Ces oiseaux n'attaquent pas vraiment les moutons, ou lors des observations, les moutons faibles et malades qui auraient pu leur servir de victimes avaient déjà été mangés. Bref, les conditions de vie sur l'île, eh bien, elles étaient plutôt décentes. Maintenant qu'on a étudié les lieux, jetons un œil à la dynamique de la population. L'année 1913 marque le pic du nombre de moutons, peu après leur arrivée sur l'île. Il ne manquait ni de nourriture, ni de soins. C'est en 1931 qu'on a remarqué une baisse de la population. Elle était liée à la pénurie de nourriture. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde et a déclenché un débat. La population a atteint son niveau plancher, puis elle a recommencé à croître. Et tout ça sans intervention humaine. Mais alors, il s'est passé quoi entre 1931 et 1958? Était-ce une baisse régulière ou un grand nombre de moutons sont-ils morts subitement? Certains chercheurs pensent que tout a commencé par une période de forte mortalité, une fois les moutons laissés sans soin. Ni tonte, vous vous souvenez de ce pauvre Barak? Il a eu beaucoup de chances de survivre et tout le monde n'est pas aussi verni. En fin de compte, seuls les plus robustes ont réussi à survivre et à se reproduire. Ou peut-être ceux dont la laine n'était pas trop épaisse. Une évolution très rapide s'est produite. Les animaux qui ne pouvaient pas survivre sans les humains sont morts sans se reproduire. Les seuls qui ont survécu étaient ceux avec des caractéristiques plus adaptées. Ils ont survécu et transmis leurs gènes à une progéniture encore mieux adaptée à la vie sur l'île. Finalement, grâce à la sélection naturelle, il n'est plus resté que des moutons résistants. Et la population a recommencé à croître. De plus, pendant que leur nombre diminuait, la végétation a pu se rétablir et le stock de nourriture se reconstituer. Bien sûr, les moutons ont eu de la chance qu'il n'y ait pas de prédateurs sur l'île, sinon ils n'auraient pas eu le temps d'évoluer du tout. Mais tout s'est bien terminé et les moutons ont erré librement pendant 40 ans, s'adaptant à l'environnement hostile. Ils ont réussi à vivre sans l'aide humaine, alors qu'au départ ils en dépendaient totalement. Et quand les gens sont revenus sur l'île en 1975 pour récupérer les moutons qu'ils avaient laissés, ils ont eu une belle surprise. Les animaux ressemblaient à des moutons ordinaires, mais en fait, ils étaient complètement différents. Comme d'autres populations redevenues sauvages, ces moutons avaient évolué en une nouvelle race. Leurs pattes étaient plus longues et ils tenaient leur tête plus haut que leurs cousins. La laine sur leur dos était usée. De plus, leur mâchoire s'était déformée à force de mâcher constamment la végétation noueuse. Ainsi, quand les gens essayaient de nourrir les moutons en leur donnant de l'herbe, ces derniers ne savaient pas quoi faire. Ils essayaient d'arracher l'herbe de la mangeoire et ils en mettaient partout. Finalement, il a fallu attacher de l'herbe en bottes pour que les moutons puissent tirer dessus et la manger comme ils en avaient l'habitude. Ils avaient d'autres caractéristiques distinctives. Les brebis mettaient bas debout et elles donnaient naissance à des agneaux capables de marcher presque aussitôt. Ils avaient développé une résistance aux piétins et une tendance à muer comme leurs ancêtres sauvages. De plus, leur laine avait changé. Sans entrer dans les détails, disons qu'ils étaient devenus moins laineux. Leur comportement avait changé aussi. Par exemple, ils paissaient pendant des heures, de 4 heures à 23 heures, peu importe la météo. Vous vous souvenez que j'ai dit qu'il y avait beaucoup de vent sur l'île? Eh bien, les moutons se tournaient simplement dos au vent et ils continuaient de manger. C'est comme s'ils devaient constamment faire le plein pour rester en vie. Et comme ils sont restés en vie, eh bien ça a fonctionné. Et ensuite, en 1937, l'île a intégré un programme spécial pour protéger ses plantes et ses animaux.
Puis en 1954, le gouvernement l'a déclarée réserve naturelle. En même temps, une ordonnance judiciaire a été émise exigeant le retrait des moutons. À défaut, l'île serait saisie par l'État. Et c'est ce qui s'est passé. En 1958, des chercheurs ont effectué une étude, ils ont compté les moutons et ils sont parvenus à un nombre légèrement inférieur à 1000. Cependant, plus tard, le nombre d'animaux s'est rétabli. En 1970, une clôture a été posée à travers l'île et les 1300 moutons qui se trouvaient du côté nord ont été abattus. Au sud de la clôture, il y en avait autant, mais une expédition ultérieure en a découvert 2500. Et la population continuait de croître. Un dernier abattage a eu lieu et environ 3000 moutons ont été tués. Puis, à la fin des années 1980, les derniers moutons ont été abattus. Pas de gaieté de cœur. Les gens les aimaient, mais le nombre de moutons continuait d'augmenter et ils endommageaient l'île. L'abattage était la seule solution. Mais tous les moutons n'étaient pas morts. Une expédition en 1975-76 en a emporté 10 pour qu'ils soient élevés en Nouvelle-Zélande. Bien sûr, il a d'abord fallu rassembler les moutons. Si ça avait été des moutons ordinaires, des chiens auraient suffi, mais ces moutons étaient devenus sauvages et 10 scientifiques ont agi seuls, armés de sifflets. Bien sûr, ça n'a pas été facile et certains moutons ont même essayé d'attaquer les chercheurs, mais ces derniers ont quand même réussi à rassembler 58 animaux. Des béliers impressionnants, des brebis et de magnifiques agneaux. Ils étaient très bien nourris, mais ça leur a coûté cher. Sur ces 58 moutons, les 10 plus sains ont été sélectionnés pour le ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Ils ont été attachés à une clôture avec des colliers pour chiens, mais c'était pas une si bonne idée. Dès que les gens tournaient le dos, les labs arrivaient et certains se posaient même sur les moutons dans l'espoir de s'en payer une tranche. Les chercheurs ont commencé par chasser les oiseaux prédateurs, puis ils ont fini par porter les moutons, un par un, de la crête sur 2 km jusqu'au bateau. Imaginez que quelqu'un vous aide à soulever une lourde charge sur vos épaules, après quoi vous marchez, marchez, marchez et marchez encore, avec un désir croissant de vous reposer un moment. Mais vous ne pouvez pas, malgré la fatigue et le vent, parce qu'alors, vous ne pourrez plus soulever le mouton tout seul. En fin de compte, le groupe de moutons a quitté l'île peu avant Noël. Les descendants des animaux sauvés ont ainsi été préservés au sein d'un troupeau de race pure pendant des années. Puis, quelque chose de très étrange s'est produit. En 2017, 5 moutons de cette population subantarctique unique ont été volés et tués. En conséquence, la population de l'île Campbell est tombée à seulement 30 individus. Naturellement, leurs propriétaires étaient bouleversés, car ces moutons sont incroyablement précieux en raison de leur patrimoine génétique unique. Le pire, c'est que certaines des brebis tuées étaient gravides, elles devaient mettre bas 2 semaines après. Le plus curieux, c'est que les criminels ont dû fournir des efforts considérables pour tuer ces moutons, car il est impossible de se rendre sur place avec des véhicules. Mais alors, pourquoi ? Le propriétaire pense que le meurtre a été commis par des gens qui voulaient tout simplement de la viande. Pourtant, d'après ce qu'on sait, ces moutons sauvages dans l'ensemble ne sont pas du tout savoureux, et leur viande n'est pas sûre à manger. Quant aux moutons restants, ils continueront à vivre et à se reproduire, préservant leur race unique. Mais s'ils étaient restés sur l'île, au lieu d'être gardés en captivité, ils auraient peut-être fini par former une toute nouvelle espèce. On connaît même un exemple d'un tel cas. Il y a 10 000 ans, la montée du niveau de la mer a séparé un morceau de terre de l'Australie continentale, créant une île. Les tribus indigènes du continent la connaissaient sous le nom de Karta ou île des morts. Évidemment, il n'y avait pas de morts là-bas, mais des animaux se sont retrouvés piégés sur l'île, dont une petite population de kangourous. La mer les a protégés des chasseurs, du défrichement et des espèces invasives qui sont arrivées avec l'installation humaine en Australie. Et lorsque les premiers explorateurs européens sont arrivés au tournant du 19e siècle, ils ont vu des kangourous sur l'île et ils l'ont nommée île Kangourou. Logique. Les kangourous de l'île Kangourou appartiennent à une seule espèce qui a évolué différemment des kangourous de l'île principale. Techniquement, c'est une sous-espèce du kangourou gris, mais ces individus sont différents de leurs cousins australiens. Les kangourous de l'île sont plus petits, plus trapus, et ils ont une fourrure beaucoup plus sombre, brun chocolat. Sinon, ils sont herbivores, se nourrissant d'herbes et d'arbustes, mais ils ont appris à consommer très peu d'eau. Dans l'ensemble, leur vie est beaucoup plus facile que celle de leurs cousins.
Ces derniers font face au risque d'attaques de chiens et d'accidents de la route, mais sur l'île aux kangourous, il n'y a pas de grands prédateurs. De plus, la végétation est abondante, donc ils ne connaissent pas la faim. Les hivers y sont rudes, certes, mais pour y faire face, les kangourous de l'île ont développé une fourrure plus épaisse. En 1925, Frederick Wood Jones, un naturaliste, anatomiste et anthropologue britannique qui a passé beaucoup de temps en Australie, a écrit dans son livre « Mammifères d'Australie méridionale » que les kangourous de l'île Kangourou sont les plus doux et les plus calmes de tous. J'ajouterai qu'ils sont délicieusement dufteux. Vraiment, on dirait des vaches Highland version kangourou. Alors, si les moutons de l'île Campbell avaient été laissés à eux-mêmes, ils auraient pu devenir, plus grands par exemple, ou plus petits car la nourriture aurait fini par manquer. Leur laine aurait évolué pour devenir plus légère, mais plus efficace contre le froid et le vent. Bref, en l'espace de quelques milliers d'années, ils auraient formé une nouvelle espèce. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Vous me devez un like. À plus.